David Ziabib, donc, qui est chargé de cours en esthétique à Paris 1 et à qui je cède très volontiers la parole. Merci. Je remercie les organisateurs de ces journées de m'avoir invité à participer à cet événement de réflexion non commémoratif sur la société du spectacle. Événement organisé à partir de la mesure d'une chronologie qui établit qu'il y a 40 ans éclatait le scandale de Strasbourg. Ce scandale est emblématique de l'articulation de la question politique et artistique au sein du situationnisme ou au sein de la pratique des situationnistes, si l'on retient d'eux qu'il n'y a pas de situationnisme, en tout cas pour ce qui est d'un moment de la théorie situationniste, c'est-à-dire pas de dogme extérieur à la pratique de sa propre critique. Emblématique ce scandale de Strasbourg à plusieurs égards, et je retiendrai simplement un signe de ce caractère emblématique, une phrase tirée de l'International situationniste numéro 11, octobre 67, dans Nos buts et nos méthodes dans le scandale de Strasbourg, où il est écrit en fait, nous voulons que les idées deviennent dangereuses. Et parmi les échos de cette dangerosité révélée en partie à Strasbourg, et en lien avec cet événement, Guy Debord écrit en décembre 66 à Mario Perniola, il livre son point de vue sur l'événement de Strasbourg et il précise à cette occasion ce qu'il appelle les bases théoriques du situationnisme et qui sont 4 points fondamentaux pour la théorie révolutionnaire de l'international situationniste. Ces 4 points sont les suivants. Premièrement, le dépassement de l'art vers une construction libre de la vie. Ceci, dit Debord, veut être la conclusion de l'art moderne révolutionnaire, à commencer par le dadaïsme et le surréalisme, ou plutôt à finir par le dadaïsme et le surréalisme. Deuxième base théorique, la critique du spectacle, c'est-à-dire de la société moderne, critique du stade moderne du règne mondial de la marchandise. Troisième base, la théorie révolutionnaire de Marx, à corriger et à compléter, dit Debord. Quatrième point, le modèle du pouvoir révolutionnaire des conseils ouvriers, émancipation par lui-même du prolétariat. À propos de ces deux derniers points, Debord écrit que, à propos des deux premiers points, Debord écrit qu'il s'agit là de notre principale contribution théorique jusqu'ici, à savoir donc dépassement de l'art et critique du spectacle. Le troisième point vient de la théorie révolutionnaire, dit Debord, la théorie révolutionnaire du siècle dernier, et le quatrième point de la pratique révolutionnaire du siècle actuel. Il s'agit pour Debord, vous le savez, d'unifier ces 4 bases théoriques dans une pratique. Et Debord écrit, le mérite pratique de l'international situationniste est de faire réapparaître dans les conditions présentes la possibilité d'une option révolutionnaire exprimée en des termes le plus possible adéquats à la richesse de ce projet, par exemple ce qui découle du premier point, à savoir le dépassement de l'art. Partant de cette possibilité pointée par Debord, où s'articulent art et politique, nous voudrions ici interroger un certain rapport entre les deux premiers points, celui du dépassement de l'art et celui de la critique du spectacle. Et nous l'avons vu dans différentes interventions, cette articulation n'a rien d'évident. Et je proposerai de tenter cette articulation d'une manière propre à dégager un potentiel critique, toujours actif ou activable, mais sous certaines conditions nouvelles. Alors on sait combien Guy Debord insistait sur le lien des pratiques à leurs conditions historiques de possibilité, et il est à cet égard nécessaire de prendre en compte un certain contexte dans lequel la critique situationniste peut être pensée aujourd'hui. Or, il nous faut prendre acte à cet égard du devenir en grande partie spectaculaire de la critique du spectacle elle-même, sous des formes culturelles et artistiques. Ce devenir en grande partie spectaculaire explique le parfum situationniste que l'on peut trouver dans une certaine iconographie publicitaire. Devenir spectaculaire qui explique aussi que, je l'ai lu quelque part, l'international situationniste peut être considéré comme anticipatrice des éléments de la culture techno des années 90, les rassemblements techno, les rêves, certaines activités communautaires en réseau, etc., les événements festifs divers qui ponctuent la vie de notre société contemporaine. Il y aurait donc un lien entre l'idée debordienne de construction de situation ou de création d'ambiance unitaire autour de jeux d'événements, je cite ces thèmes debordiens, et certaines tendances formelles dominantes de la culture aujourd'hui. Autrement dit, serait ici en jeu un dépassement de l'art, en question, un dépassement de l'art comme fusion paradoxale avec le spectacle, ce que l'on nomme plus prosaïquement la récupération. Récupération que l'on pourrait aussi caractériser par une sorte de révolution inversée, comme poursuite de l'inversion généralisée du spectacle, tel que Debord la théorise, ce dernier, le spectacle, donc, ayant finalement réalisé le détournement du détournement. On aurait
On aboutirait donc à une sorte de révolution inversée. Alors comment peut-on penser en termes esthétiques et philosophiques cette question de la récupération sans en rester à la trop fréquente déploration morale de la trahison des anciens héros de la révolution artistique, avant-gardiste ou même politique, ou au constat désabusé de la plasticité dominatrice d'un système, le système capitaliste libéral, qui absorbe, réifie, de par sa nature, les expériences nomades, les détournements, les dérives issues du situationnisme, et dont certaines formes d'art contemporain seraient les héritières. Alors devant ce problème, l'outil que je souhaiterais utiliser est le concept de performance. Il est à même, me semble-t-il, d'articuler de façon pertinente, sur un terrain déterminé et miné par des forces et des opérations, la notion de spectacle avec son autre, avec cette réalité critique, cette forme sciemment nuisible que nous pouvons appeler à partir de Debord la situation. Mais alors il nous faudra, c'est un des enjeux de cette tentative, de ce propos, défendre l'idée paradoxale que la critique situationniste, sous sa forme artistique, n'a d'efficacité qu'à la condition de remettre en question, en partie, la métaphysique debordienne du spectacle, centrée autour de l'image et de la représentation. Ce que je voudrais faire ici, c'est en quelque sorte dégager le spectaculaire du spéculaire, de manière à faire jouer certaines dimensions spéculatives, disons. Il s'agit ici d'une hypothèse conceptuelle, expérimentale, et pas seulement interprétative, car je pense que parler du situationnisme et de la société du spectacle engage un enjeu qui est celui aussi de créer des nouvelles situations dans la pensée. Alors évidemment, loin de moi l'idée d'accomplir ce geste-là, de créer une nouvelle situation dans la pensée, mais je voudrais simplement pointer cet enjeu. Et je commencerai cette réflexion par cet élément qu'on pourrait appeler la critique de la métaphysique du spectacle. Et je repartirai donc cette idée du détournement du détournement. Détournement du détournement, donc récupération. Face à cette évolution, on est évidemment incité à une analyse à la fois formelle et critique du type de celle que l'on peut porter sur ce que l'on a appelé l'échec historique des avant-gardes, corollaire, dirait Debord, du reflux du mouvement révolutionnaire mondial, à l'image de l'analyse qu'il fait de l'échec de la dissolution, la disparition du dadaïsme. Mais pointons tout de suite une spécificité du situationnisme, à savoir sa nature autocritique, qui opère toujours sa propre négation et oblige à ne pas en rester au devenir formel du situationnisme. Le situationnisme suppose en effet toujours on pourrait appeler une sorte de dessaisissement préventif de la dépossession, formule pour caractériser cette dimension autocritique. Cette autonégation est liée à l'idée du dépassement de l'art, pensée comme refus de la séparation qui, sous sa forme de division du travail artistique, vaut séparation d'avec la vie et d'avec la pratique révolutionnaire. Je ne détaille pas ces points qui ont été explicités déjà auparavant. De sorte que penser l'art situationniste ne peut se ramener uniquement à des analyses en termes de forme et de contenu qui supposent toujours la fixation ontologique de certaines propriétés. Ce que je propose, c'est de penser l'art situationniste en se laissant inviter par lui à penser l'art dans un rapport de force et à saisir des opérations stratégiques et esthétiques qui orientent, captent, polarisent, confrontent des forces. Alors on peut penser ici tout de suite à la théorie des formes-forces du futurisme, mais avec cette différence importante que le situationnisme n'a pas, comme les disciples de Marinetti, une confiance dans la machine. On pourrait dire que le situationnisme est plutôt une machine lui-même. Pour les situs, le progrès est l'ultime avatar de l'appropriation bourgeoise de l'histoire, et en cela il se distingue également du futurisme qui s'inscrit résolument dans le flux du progrès, et avec joie. Sur le futurisme, je peux renvoyer au rapport sur la construction des situations de 1957. Mais il n'en demeure pas moins, même si on ne peut pas rapporter, disons, cette question des forces du situationnisme, de l'œuvre situationniste de celle du futurisme, il n'en demeure pas moins qu'une dynamique de force est à l'œuvre. Sans quoi, il est largement, je pense, impossible de rendre compte de l'articulation entre art et politique dans le situationnisme de Debord. Alors certes, l'œuvre situationniste n'est pas le reflet de la lutte des classes, comme on pourrait le déduire de certaines esthétiques marxistes qui subordonnent l'art à la politique, ce que Debord a toujours refusé de faire. Mais il y a force avant tout parce qu'il y a lutte. Il y a lutte par l'art. Et ce que fait l'artiste situationniste, ou le situationniste qui utilise, dit Debord, pour éviter cette définition ce terme d'artiste, ce terme d'artiste situationniste qui est récusé à plusieurs reprises, disons, le situationniste qui utilise à certains moments le langage et les outils, par exemple de la peinture ou du cinéma,
eh bien, ce qu'il fait, c'est se réapproprier un langage, un pouvoir, une vie dont il a été séparé, dépossédé par le spectacle. Et on le sait, cette dépossession est analysée dans la société du spectacle à travers un dispositif de représentation qui constitue le spectacle et dont la métaphore descriptive dominante est celle d'une image que l'on contemple. Paragraphe 1, tout ce qui était réellement vécu s'est éloigné dans une représentation. Paragraphe 34, le spectacle est le capital à un tel degré d'accumulation qu'il devient image. On connaît ces formules désormais. Mais alors le problème surgit lorsque l'on tente de mettre en rapport le plan de l'acte artistique, du geste situationniste, avec le plan de cette représentation spectaculaire. Comment l'art peut-il agir sur le spectacle sans attendre le renversement révolutionnaire des conditions matérielles de sa production? On le voit, du geste situationniste à l'image spectaculaire, il semble qu'il y ait un décalage, deux échelles, dont l'éloignement peut nuire à la pensée de l'efficacité de la critique situationniste. Expliquons-nous. Je le ferai dans un point qui traitera, disons, du spectacle comme substance. Alors, il faudrait sans doute tenter, à partir de la société du spectacle, de considérer toutes les thèses, tous les paragraphes de la société du spectacle comme des théorèmes et essayer de remonter jusqu'à l'axiomatique de Bourdienne pour arriver à ses principes premiers. Mais évidemment, ici, je ne me livrerai pas à cet examen analytique qui serait intéressant. Et je me contenterai de pointer quelques principes en relisant la société du spectacle. Et ces principes ont à voir avec une métaphysique de Guy Debord au sens de sa philosophie première, de son ontologie du monde sensible, suprasensible, etc. Paragraphe 35. La marchandise, en apparence si triviale, alors qu'elle est au contraire si complexe et si pleine de subtilités métaphysiques, Guy Debord, et manifestement ces subtilités fascinent Guy Debord. Paragraphe 36. À propos du principe du fétichisme de la marchandise, il est question de la domination de la société par des choses suprasensibles bien que sensibles qui s'accomplit absolument dans le spectacle où, je souligne là, le monde sensible se trouve remplacé par une sélection d'images qui existent au-dessus de lui et qui, en même temps, s'est fait reconnaître comme le sensible par excellence. Donc, ici, nous avons une sorte de rapport au religieux. Le suprasensible était autrefois religieux, c'est expliqué dans le paragraphe 20, le spectacle est la reconstruction matérielle de l'illusion religieuse. La technique spectaculaire a dissipé les nuages religieux où les hommes avaient placé leur propre pouvoir détaché d'eux, elle les a seulement reliés à une base terrestre. Donc, le suprasensible autrefois religieux devient spectaculaire, comme par transsubstantiation, orienté par un principe d'aliénation. Plus loin, Debord parle du spectacle comme équivalence générale. Et je ne rentre pas dans les détails des citations, je relève certains termes. L'équivalence générale abstrait de toutes les marchandises, spectacle de l'argent que l'on regarde seulement. Et ce regard est aliénation. Conséquence, plus il le contemple, le spectateur, à propos du spectateur, plus il contemple, moins il vit. Plus il contemple l'objet contemplé, à savoir la marchandise, moins il vit. Ses propres gestes ne sont plus à lui, mais à un autre qui les lui représente. Autres éléments que je vais synthétiser ensuite rapidement dans une analyse, un petit commentaire. L'origine du spectacle est la perte de l'unité du monde. Bien. À propos de l'homme séparé de son produit, ce qui renvoie à Marx, le spectacle rajoute, disons, une dimension de séparation. L'homme est séparé de sa propre vie. Bien. Je continue, c'est paragraphe 219. Le refoulement de toute vérité vécue sous la présence réelle de la fausseté qu'assure l'organisation de l'apparence. Donc, qu'est-ce que l'on peut conclure de ces quelques citations sur lesquelles je passe très très rapidement pour en venir au fait. Le spectacle, à voir avec l'image, l'abstraction, le suprasensible, le représentant de toutes les possibilités ontologiques et pratiques de la société, et il constitue un objet de contemplation. Le spectacle, c'est la non-vie devenue visible. Et ce visible est devenu le tout, comme représentation autoréférente, tautologique, séparée puis indépendante. Le spectacle est au principe d'une inversion, c'est les deux grands mouvements, l'inversion et la séparation. D'abord la séparation et puis ensuite l'inversion. Une inversion, c'est-à-dire le suprasensible qui représente le sensible, et une séparation, l'homme séparé de sa vie, puisque sa vie n'existe pas hors de la représentation spectaculaire. Il y a donc substantialisation du spectacle dans une représentation universelle, celle de la fausse apparence. À quoi s'oppose cette représentation ? Au principe d'une vie première. Il faut déduire, donc il y a une vie première dont on a été séparé. Une vie première marquée par le sens contre l'inversion et l'unité contre la séparation. Donc vie première qui est aussi une vérité première. Le spectacle ici est donc substantialisé par les définitions de Debord, fixé dans une image globale, fonctionnant comme une image globale, devant laquelle il paraît difficile de penser le geste artistique comme autre chose qu'une affirmation éperdue de la vie contre l'image et de la présence contre la représentation.
Autrement dit, un art critique ne pourrait que se positionner sur un autre plan métaphysique que celui du spectacle et de la représentation. Alors la question c'est, est-ce que cet écart rend vraiment possible l'établissement d'un rapport de force avec le spectacle? En d'autres termes, la présence et la vie sont-elles à la hauteur, pour le dire prosaïquement? J'en viens à mon deuxième point qui traite de l'avant-garde de la présence. C'est un terme de Debord. Contre la nature représentationnelle de l'aliénation spectaculaire, Debord défend ce qu'il appelle l'avant-garde de la présence. Il utilise ce terme dans le numéro 8 de l'IS en janvier 63. À propos de ce terme-là, l'avant-garde de la présence, disons que Debord l'utilise à propos d'une critique qu'il fait d'un texte de Lucien Goldman, dans lequel Goldman critiquait, plutôt analysait, une certaine avant-garde littéraire, parmi laquelle Ionesco, Beckett, une certaine avant-garde littéraire qui exprimerait, disait Goldman, un certain refus de la réification de la société moderne, donc dans une posture critique, disons, un certain refus de la réification de la société moderne, mais qui n'exprimerait que cela. Il y aurait ici un rôle négatif de l'art qui formulerait l'absence de valeurs au nom desquelles critiquer la société. D'où ce terme d'avant-garde de l'absence. Avant-garde de l'absence. Ça rejoindrait un peu ici les théories de l'esthétique négative d'Adorno, théorie dans laquelle l'œuvre d'art possède une dimension critique parce qu'elle se renferme sur une forme d'autonomie ésotérique qui interdit sa réification avec sa réification et sa compromission avec l'aliénation, par exemple, de l'industrie culturelle. Et chez Adorno, évidemment, on a des formes valorisées de littérature telles que notamment la littérature de Beckett, et également des formes plastiques plutôt tournées vers l'art abstrait, forme moderniste que Debord critique très ouvertement et très vivement. Et ça, c'est la critique que fait Debord ici de cette avant-garde de l'absence de Lucien Goldman, renvoie donc vraiment à sa critique du modernisme, la critique du modernisme par Debord, qui trouve différentes modalités, notamment dans sa critique du fonctionnalisme architectural ou du formalisme pictural. Alors, au paragraphe 192 de la Société du spectacle, notamment, Debord critique le modernisme artistique et littéraire en le qualifiant, disons, en présentant le spectacle comme ayant pour fonction de faire oublier l'histoire dans la culture. Oublier l'histoire dans la culture. Or, une grande part du modernisme, notamment pictural, consiste à s'extraire du temps, s'extraire de l'histoire. Notamment dans les théories greenbergiennes, par exemple, de la peinture. Et pour Debord, les expériences sur le langage conduisent à des opérations de destruction de la communication et donc renforcent la séparation. Également, dans Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique ou l'art, en 1963, Debord écrit, à propos d'une certaine forme de pompierisme en vogue, que ces artistes cherchent à s'établir sur une peinture de signes purs incommunicables. Et donc là, c'est également l'objet d'une déploration et d'une critique acerbe de la part de Debord. Avant-garde de l'absence, ce n'est autre, écrit-il, avec son goût du chiasme que l'on connaît bien, avant-garde de l'absence, ce n'est rien d'autre que l'absence de l'avant-garde pour Debord. Contre cette esthétique négative de Goldman, et qui renvoie aussi à l'esthétique d'Adorno, il défend plutôt une forme de positivité artistique qui affirme l'histoire et la présence, qui soutient, on le trouve dans un autre texte, l'idée de provocation à ce jeu qui est la présence humaine. Et c'est sur cette base que le situationnisme rencontre la question de la performance en art. Et je voudrais faire ici un rapport entre performance et construction de situation. Alors, par performance, il faudrait entendre dans un premier sens, je propose une définition, une pratique artistique fondée sur l'accomplissement d'un acte qui vaut artistiquement pour lui-même, en particulier dans le moment même de son effectuation, contre la logique instrumentale et productive, mais aussi référentielle du geste créateur traditionnel. C'est-à-dire que le geste n'est pas producteur d'un objet dans lequel résiderait la valeur artistique et esthétique, mais là, c'est le geste lui-même qui vaut ici... excusez-moi. La définition. Oui, donc je définissais ici la performance comme pratique artistique fondée sur l'accomplissement d'un acte qui vaut artistiquement pour lui-même, en particulier dans le moment même de son effectuation. Je dis en particulier, ce qui n'est pas évident, parce qu'en général, on rapporte la performance au moment de l'effectuation, mais pour différentes raisons sur lesquelles je reviendrai peut-être,
le moment de l'effectuation est un référent, un moment clé dans la signification du geste, mais n'est pas forcément, ne clôt pas forcément le champ temporel de la signification du geste, disons. Donc, en particulier dans le moment même de son effectuation, contre la logique instrumentale et productive, mais aussi référentielle du geste créateur traditionnel. Pour le dire autrement, on trouve dans l'étiquette d'art-action, parce qu'il y a dans la performance énormément de types, évidemment, de performance, et historiquement le terme de performance ne vient rassembler des pratiques très diverses que relativement tardivement, dans les années 70. Donc, une des étiquettes, un des types, un des mouvements de l'art performance s'appelait l'art-action, et dans l'art-action, dans ce terme-là, on voit bien le passage de la poiesie, c'est-à-dire l'acte producteur qui s'annule dans le résultat, poiesie, sens aristotélicien, le geste créateur s'annule dans le résultat. Donc la valeur réside dans le résultat du geste. Poiesie qui s'oppose à la praxis au sens aristotélicien, c'est-à-dire que l'acte est indissociable de ce qu'il produit. Alors historiquement, la performance a fondamentalement à voir avec l'avant-garde, avec le futurisme, avec les dadaïstes, les lettristes. Et encore une fois, il y a différents types de performances, l'action, les events, les happenings, etc. Il s'agit à chaque fois de pratiques qui entendent sortir des cadres de l'art ou des arts pour viser une sorte d'efficacité plus grande dans le rapport de l'art à la vie ou à la politique en particulier. Ce sont les arts, classiquement, les arts de la fusion de l'art et de la vie. Et traditionnellement également, dans la critique d'art et dans la théorie de la performance, même si elle n'est pas très très développée, la performance s'oppose en critique de la représentation. Et c'est là où on retrouve donc l'alternative présence-représentation que j'ai dégagée dans mon propos précédent. Il y aurait une source sur laquelle je reviendrai tout à l'heure de cette alternative présence-représentation dans la performance, une source du côté d'Artaud, du théâtre de la cruauté, qui veut abolir, je détaillerai peut-être un petit peu plus tard, la scène de la représentation. Alors, à côté de la source artistique, ici brièvement ébauchée, disons, il y a aussi la source ethnologique de la performance, du côté du rituel, du côté de la fête, du côté du carnaval, du côté de tous les phénomènes par lesquels la culture se confirme, se donne à voir, et pratiques par lesquelles le sens d'une existence communautaire se manifeste à travers des pratiques, performantielles, il faudrait dire, plutôt que performatives. Donc il y aurait la source artistique, qui vient des avant-gardes, qui vient de certaines formes des arts vivants, et puis la source aussi ethnologique, on pourrait dire ethnologique, et dont Debord d'ailleurs parle à propos du baroque, ce développement de la fête, etc. Bon. Alors, à bien des égards, les constructions de situations peuvent être vues comme des performances. Nous devons tenter de construire des situations, c'est-à-dire des ambiances collectives, un ensemble d'impressions déterminant la qualité d'un moment. Les spectateurs deviennent des viveurs. Nos situations seront sans avenir, seront des lieux de passage. L'attitude situationniste consiste à miser sur la fuite du temps, contrairement au procédé esthétique qui tendait à la fixation de l'émotion. Ce qui change notre manière de voir les rues est plus important que ce qui change notre manière de voir la peinture. On est dans l'univers d'une circulation, l'univers d'un éphémère, l'univers du moment, et également l'ouverture à une fusion avec la vie. Bon, je ne détaille pas plus que cela les éléments de psychogéographie de dérive qui ont déjà été approfondis tout à l'heure. Il y a un rapport ici, en tout cas évident, avec les happenings de la même époque, dont on a déjà parlé aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est que pour Debord, le happening ne correspond pas du tout à sa conception du rapport de l'art et de la vie. Le happening, dit Debord, est dans l'isolement une recherche de construction de situation sur la base de la misère. Misère matérielle, misère héritée du spectacle artistique. Alors que les situations que l'international situationniste a définies, dit Debord, sont au contraire construites sur la base de la richesse matérielle et spirituelle. Ici, ce que veut dire Debord, c'est qu'il n'y a pas de place, là je prends un autre terme de Debord, il n'y a pas de place pour le désespoir métaphysique. Pas de place pour le désespoir métaphysique. C'est-à-dire cette espèce de revendication de la présence absolue, sacrificielle. Et d'ailleurs, Debord n'a pas de mot assez dur pour fustiger les néo-dada. Le dadaïsme, dit-il, lui-même est devenu une mode culturelle classée, et sa forme a été récemment retournée en divertissement réactionnaire par les néo-dadaïstes. Il faudrait faire ici une remarque, et quand même signaler que le jugement que Debord porte sur le happening
n'est pas juste si l'on, disons, est un peu outrancier si l'on rapporte le happening à la théorie d'Alan Capro, qui très tôt, avant même que Debord écrive ce texte, s'est détaché lui-même du happening en considérant que le happening était mort. Très vite, Alan Capro a été conscient de la récupération, il n'emploie pas ce terme, mais de la récupération du happening, et il a donc, dans sa pratique, évolué vers des formes de performance alternatives qui lui permettaient d'échapper à cette emprise de ce qu'un situationniste aurait appelé le spectacle. Dans un texte, Alan Capro raconte que on ne cesse de l'appeler pour le solliciter pour des événements publicitaires, pour différents spectacles. Voilà, on lui demande d'organiser des événements, on lui demande d'organiser des happenings, des marques de cosmétiques par exemple, etc. Et c'est amusant parce que c'est la même chose qui est arrivée à Guy Debord, qui explique qu'on nous presse insolemment d'intervenir dans un spectacle, dans un art qui ne nous concerne si peu. Et Guy Debord a cette formule, il appelle ça le comique d'une mendicité glorieuse. On vient mendier comme ça la critique situationniste, on vient lui mendier une participation au spectacle. C'est exactement ce qui est arrivé à Alan Capro, et je signale simplement juste cela, de manière à peut-être nuancer le propos de Debord, qui est juste si l'on considère que il s'attaque au happening, mais qui est à nuancer si l'on rapporte le happening à la théorie d'Alan Capro, qui lui-même se détache du happening et va par exemple vers ce qu'il appelle les activités. Les activités, ce sont des formes de performance qui ne sont plus publiques et qui consistent simplement non plus à des événements, en des événements susceptibles d'être récupérés par le spectacle. Là, je reprends le cadre théorique debordien, puisqu'il s'agit d'événements mentaux, psychiques, des états de conscience provoqués dans l'intimité, par exemple, d'une salle de bain. Une activité, une espèce de découverte du quotidien qui n'a plus rien à voir avec les possibilités de récupération spectaculaire. Donc je tenais juste à faire cette petite remarque. Mais à la fois chez Capro, voyez-vous, et chez Debord, on retrouve cette idée d'autocritique. Mais évidemment, je me concentre ici sur l'autocritique debordienne. En quoi consiste l'autocritique si l'on reprend cette idée de construction de situation comme avant-garde de la présence et comme revendication de la présence contre la représentation spectaculaire? Eh bien, cette autocritique consiste à un certain niveau, à certains égards, à faire s'absenter la présence. Autocritique comme critique de la présence elle-même. Et je vais expliciter ce point. Dans un texte de 63, Debord écrit « Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique et les arts », excusez-moi, ça c'est le titre, « Les situationnistes et les nouvelles formes d'action dans la politique et les arts », Debord décrit la création culturelle situationniste comme pouvant se manifester de deux façons. Il y aurait deux niveaux dans la création culturelle situationniste. Premier niveau, celui qui commence avec les projets d'urbanisme unitaire ou de construction de situations dans la vie, mais inséparable de la réalisation de l'ensemble des possibilités révolutionnaires dans la société présente. Premier niveau. Et puis, Debord évoque ce qui peut être vraiment distingué de ce premier niveau, en un sens seulement, bien sûr, mais je pense que c'est intéressant de faire cette petite distinction si on veut penser les possibilités d'efficacité critique du situationnisme aujourd'hui. Alors, après avoir pointé ce premier niveau, ce que j'appelle ce premier niveau de création culturelle situationniste, lié indissolublement aux possibilités révolutionnaires dans la société présente, Debord fait cette réserve. Cependant, dans l'action immédiate, qui doit être entreprise dans le cadre que nous voulons détruire, un art critique peut être fait dès maintenant. Un art critique peut être fait dès maintenant avec les moyens de l'expression culturelle existante, du cinéma au tableau. Critique dans son contenu, cet art doit être aussi critique de lui-même dans sa forme. C'est une communication qui, connaissant les limitations de la sphère spécialisée de la communication établie, va maintenant contenir sa propre critique. Ici, il a représenté comme communication qui contient sa propre critique. Telle est la condition d'un art pouvant opérer dès maintenant. On pourrait dire en attendant la réalisation des possibilités révolutionnaires, tout en étant lié évidemment à ces possibilités, mais d'une manière moins, moins nécessaire, malgré tout d'une manière un peu moins nécessaire. Il y aurait une sorte de possibilité d'action dès maintenant. Voilà.
Alors comment se caractérise cette autocritique du point de vue d'une avant-garde de la présence? Eh bien c'est un passage de la Société du spectacle qui nous éclaire sur ce point. Le paragraphe 206. À propos de la nécessité du style qui contient sa propre critique, dit Debord, celui-ci évoque cette conscience théorique du mouvement dans laquelle la trace même du mouvement doit être présente. Ce qu'il veut dire ici est que la présence, contre la représentation spectaculaire, suppose la trace. Ce qui ne veut pas dire que le geste situationniste peut être retenu dans ces traces. Mais il pense sa trace comme autocritique, autrement dit comme autocritique de sa présence même. La trace du mouvement doit être présente parce qu'elle est le signe de la conscience du mouvement. Alors ici, la trace n'est pas la mémoire, ni l'enregistrement de la présence. Elle est l'autonégation de la présence qui contient une promesse critique. Alors ici, on revient à Artaud. Et on remarque que contrairement à Artaud, qui, dans Le théâtre et son double, qui, à propos du théâtre de la cruauté, entend, comme dit Derrida, clôturer la représentation. Clôture de la représentation qui vaut affirmation d'une présence pure. Hein. Là, je reprends les termes de Derrida dans Le théâtre de la cruauté, la clôture de la représentation, texte publié dans L'écriture et la différence. Théâtre de la cruauté n'est pas une représentation, c'est la vie elle-même en ce qu'elle a d'irreprésentable. La vie est l'origine non représentable de la représentation, écrit Derrida. Le théâtre de la cruauté est historique au sens absolu. Il est limite de la représentation. Mais, on le sait, Derrida montre que dans sa clôture même, la représentation continue comme tragédie de la représentation. Et donc il n'y a pas de présence pure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers cette théorie de la trace et de l'autocritique, en fait, Debord se livre lui-même à sa propre déconstruction. Le situationnisme se livre lui-même à sa propre déconstruction. Le situationnisme est une machine non seulement autodestructrice en partie, mais aussi autodéconstructrice. Et on peut poser cette question, que reste-t-il du geste situationniste dans ces conditions? Eh bien, il reste la trace d'une autocritique qui opère le dépassement de l'art, au sens où elle est à la fois signe de la réalisation de l'art et marque de sa suppression. Et cela résout en partie ce projet, hein, ce projet qui est précisé paragraphe 191 de la Société du spectacle, quand Guy Debord parle du surréalisme et du dadaïsme, contemporain du dernier grand assaut du mouvement révolutionnaire prolétarien. Le dadaïsme a voulu supprimer l'art sans le réaliser, et le réalisme a voulu réaliser l'art sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par les situationnistes a montré que la suppression et la réalisation de l'art sont les aspects inséparables d'un même dépassement de l'art. Donc ce qui reste, après une phase de positivité esthétique qui affirme une présence, eh bien c'est la négativité critique de la trace. Et on retrouve ici une dialectique qui articule à la fois la réalisation et la suppression. Au fond, ce qui reste, c'est une trace opérante, c'est-à-dire un ensemble, notamment d'éléments textuels, d'images, de traces diverses, pas seulement la littérature, mais d'autres formes également, susceptibles de constituer autant de protocoles expérimentaux. Au-delà de la performance de la présence et de ses limites, il y a donc la performance de la trace. Et ce sont ces traces performatives qu'il s'agit de déceler dans le cadre d'une nouvelle théorie critique du spectacle. Mais on retrouve alors notre question de l'efficacité de cette performance face au spectacle, qui nous semblait compromise du fait d'une substantialisation de la représentation spectaculaire. Alors si créer une situation, c'est accomplir une performance dans un contexte précis, avec ce qu'elle suppose de traces, d'autocritique et d'effets pervers et retardés, plutôt que d'affirmer une présence pure, sacrificielle, plutôt que d'en appeler au désespoir métaphysique, ou je reprends un autre terme de Debord déjà cité, que de créer une situation sur la base de la misère, alors le spectacle peut-il encore demeurer dans l'apparence de cette représentation absolue que nous avions décrite? C'est mon dernier point, la situation au cœur de la société de la performance. L'efficacité de la machine situationniste est en premier lieu pensée ici comme performance. Et son premier effet, c'est de désubstantialiser les contextes où elle s'insère. Il y a ici un mouvement de perversion. On peut rapporter le mouvement de détournement, celui du mouvement de perversion, par lequel l'œuvre, le geste situationniste s'insère dans un contexte, mais pour le désubstantialiser, c'est-à-dire le restituer comme une performance,
le restituer comme une performance, le révéler comme une performance. S'insérant comme performance dans le spectacle, la situation n'est pas seulement l'autre du spectacle, mais son double, qui le révèle lui aussi comme performance. Par là, situation et spectacle quittent l'alternative métaphysique présence-représentation. Et par là, nous quittons la contemplation et la scène de la représentation pour entrer sur celle d'un théâtre d'opération. Un théâtre d'opération, c'est le terme, c'est le titre, disons, d'un tract de la section française de l'International situationniste de janvier 58, théâtre d'opération. Et je pense que c'est sur ce théâtre d'opération, sur cette scène ou sur cette absence de scène, que situation et spectacle se rencontrent, se confrontent, se combattent. Et ce théâtre d'opération est un même plan, et nous ne sommes plus sur ce plan, ce double plan séparé métaphysique de la présence et de la représentation. D'ailleurs, Debord lui-même, dans le paragraphe 71 de la Société du spectacle, explique que le caractère figé, la tentative dogmatique, la tentative d'apparition dogmatique et la tentative de solidification en bloc du spectacle est en fait vaine et n'est qu'une apparence. Ce que le spectacle donne perpétuel est fondé sur le changement et doit changer avec sa base. Ça rejoint aussi la critique du structuralisme chez Debord. Le spectacle est absolument dogmatique et en même temps ne peut aboutir réellement à aucun dogme solide. Rien ne s'arrête pour lui, c'est l'état qui lui est naturel et toutefois le plus contraire à son inclination. La vérité est pratique, dit Debord. Entrant sur ce théâtre d'opération, où spectacle donc, et situation sont sur le même plan, la même scène ou la même absence de scène, on voit que la société ici, la société du spectacle, peut être rebaptisée société de la performance. Société de la performance. Et je justifierai cette appellation, encore une fois, à titre d'hypothèse expérimentale, société de la performance. Je propose ce terme en relisant Marcuse et son Eros et civilisation, sa contribution à Freud, dans laquelle Marcuse théorise ce qu'il appelle le performance principle, c'est le principe, ça a été traduit comme principe de rendement, mais je préconise que l'on garde ce terme, principe de performance, pour laisser entendre justement l'ambivalence de ce terme de performance, à la fois le terme de présence critique, avec tout ce que comporte de contradiction cette dimension de présence, avec ses aspects de trace et son lien à la représentation, mais disons, cette question de l'acte artistique critique, de la performance critique, et la question du fonctionnement du système, le fonctionnement des structures comme performatif, comme fondé sur des performances et non pas sur des structures stables que, en termes philosophiques, on pourrait aussi qualifier de substance. Donc il s'agit ici vraiment d'une alternative entre performance et substance. Donc relire Marcuse et son Performance Principle, ce qui est intéressant dans le Performance Principle, c'est que ça rejoint certaines remarques de la société du spectacle sur le devenir du désir dans la société spectaculaire. Je rappelle cette idée du principe de rendement. Il s'agit en fait pour Herbert Marcuse de prendre la suite de Freud dans son analyse du principe de réalité. Ce que fait Marcuse, c'est en fait considérer qu'un nouveau principe de réalité se manifeste et opère dans la société capitaliste, un principe de réalité qui compose avec la libéralisation des désirs. Donc c'est pas un principe de répression des désirs, mais au contraire un principe qu'il appelle de désublimation, principe de désublimation, mais désublimation répressive. C'est-à-dire qu'il y a à la fois manifestation des désirs, apologie de la jouissance, et ça Debord le dit aussi dans la société du spectacle, apologie de la jouissance, mais sur un mode répressif. Et c'est là où est le paradoxe, et c'est là où est l'intérêt de cette notion de principe de rendement, nous comme nouveau principe de réalité qui compose avec la libéralisation des désirs. J'en termine. Alors parler de la société de la performance, c'est montrer que le spectacle est performance et non substance. Là réside sa force plastique d'adaptation, mais aussi sa fragilité performative qui suppose, là je renvoie au principe basique de la pragmatique, qui suppose l'impossibilité de s'inscrire dans l'alternative du vrai et du faux, du fait de l'alternative qui le caractérise en termes de réussite et d'échec. Réussite et échec qui dépendent toujours de certains contextes. La performance suppose la concurrence. La situation et le spectacle, comme performance, sont alors restitués dans leur rapport de force sur le même plan pragmatique qui oblige à travailler sans cesse les contextes plutôt que de programmer des conditions historiques.
Contrairement à la métaphysique de la substance qui sépare, on peut, 40 ans après le scandale de Strasbourg, proposer une pragmatique de la performance qui opère, confronte, réinsère le rapport de force sur fond d'absence de certaines conditions historiques. Merci.